Bienvenue à tous et à toutes sur notre chaîne Astronature 49. C'est le moment de se préparer aux observations à réaliser en ce mois de mai 2024. Et ce mois-ci, nous avons choisi de vous préparer à sortir pour le moment où la pluie des états aquarides bat son plein, le 5, où l'astéroïde Pallas passe à l'opposition le 19, et enfin, eh bien, pour admirer ce beau rapprochement de Saturne avec notre satellite à la toute fin du mois. Et pour parler de ces événements en détail, eh bien, je suis heureux de souhaiter la bienvenue à Pascal, notre compteur d'étoiles, à Robin, qui est passionné par les merveilles du ciel profond, et à Mathieu, le spécialiste du planétaire. Donc, messieurs, bonjour. Bonjour. Et sans Bonjour, plus, Nathan. et sans plus attendre, eh bien, nous allons commencer avec ce premier événement. Donc, il s'agit du 5 mai de la pluie des états aquarides qui bat son plein. Alors, eh bien, Pascal, je vais te laisser la parole pour nous détailler cet événement. Merci, Nathan. Alors, vous le savez peut-être, hein, tous les 76 années, la comète de Halley donc, va orbiter autour du Soleil. Mais la Terre orbite beaucoup plus rapidement. Ça veut dire que chaque année, la même période, la Terre va traverser le sillage de cette comète. Et nous attendons donc en en ce mois de mai, avec un pic, effectivement, comme l'a dit Nathan, le 5, eh bien, une pluie d'étoiles filantes, ce que l'on appelle effectivement les états aquarides. Alors, c'est intéressant parce que cette année, enfin, cette année, comme d'ailleurs souvent hein, chaque année, les états aquarides, l'activité en fait dure un petit moment. Hein. En général, c'est du 17 avril jusqu'au 27 mai, avec effectivement le pic d'activité le plus important le 5 mai dans la nuit. Alors nous attendons en fait pas loin de 50 étoiles filantes, 50 météores à l'heure, ce qui fait presque une étoile filante toutes les minutes. Donc ça vaut vraiment le coup de le voir. D'autant qu'en plus, ces étoiles filantes ne sont pas extrêmement rapides. Leur vitesse moyenne est à peu près de 66 km secondes, ce qui nous laisse en fait le temps de voir ce spectacle-là. Alors, d'où va provenir cet essaim donc météoritique? Eh bien, son radiant se situe, comme le nom l'indique, vers, enfin, situé à proximité de l'étoile Eta Aquaride, en fait, tout simplement dans la constellation du Verseau. Alors, quelles sont les meilleures conditions pour observer donc cette nuit d'étoiles filantes? Eh bien, déjà, on y penserait bien entendu, bien c'est d'attendre que le soleil soit suffisamment couché, que la nuit soit le plus sombre possible, avec donc un minimum de pollution lumineuse. Hein. Si on peut trouver un ciel complètement exempt de pollution lumineuse, ça sera encore mieux. Alors, effectivement, cette année, nous avons cette chance aussi de ne pas avoir de pollution lumineuse. Enfin, c'est pas vraiment une pollution puisque c'est un phénomène naturel cette fois-ci. C'est la Lune, puisque en fait, la Lune en fait sera nouvelle juste avant, ce qui fait que le ciel sera vraiment sombre pour admirer cela. On espère en plus, puisque on va arriver quand même au mois de mai, que les températures augmentent et donc là, dans ce cas, nous allons pouvoir nous installer confortablement pour avoir tout le temps d'admirer donc cette pluie d'étoiles filantes qui promet d'être un spectacle grandiose. Donc, rendez-vous dans la nuit du 5 mai, installez-vous bien, confortablement, direction de la constellation du Verseau et laissez-vous charmer par cette pluie d'étoiles filantes. C'est ça. Eh bien, merci beaucoup, Pascal, pour tous ces détails que tu as pu nous fournir.
Maintenant, nous passons à ce deuxième événement qui a lieu le 19. Et c'est l'astéroïde Pallas qui va passer à l'opposition. Alors cette fois-ci, eh bien, c'est vers Robin que je me tourne pour en savoir un peu plus. Oui, alors Nathan, mais c'est ça, l'astéroïde Pallas passé à son opposition le 19 mai précisément. Pallas, c'est quoi? C'est un astéroïde qui est quand même assez connu puisque l'astéroïde qui est classé le troisième plus gros astéroïde après la planète naine Cérès et Vesta. Donc voilà, vous savez peut-être que dans le système solaire, il y a plusieurs ceintures d'astéroïdes dans lesquelles on va retrouver une concentration un peu plus importante de corps célestes, des objets tels que des astéroïdes, des corps rocheux, etc. Et l'astéroïde Pallas va se localiser dans la ceinture d'astéroïdes entre l'orbite de Mars et de Jupiter à peu près. Donc voilà. Pour situer un petit peu la taille de Pallas, pourquoi on dit que c'est le troisième plus gros? Parce que il a un diamètre d'environ, voilà, selon forcément le regard qu'on a, il aura un diamètre d'environ 550 à 600 presque kilomètres de diamètre, donc ce qui est quand même extrêmement massif, hein. Donc c'est pour ça qu'il est le troisième plus gros objet de cette ceinture. Donc le 19 mai, Pallas passera à son opposition, c'est-à-dire que ce sera le meilleur moment, le moment le plus opportun pour l'observer. Et comment ça va se traduire dans le ciel? Eh bien, l'astéroïde sera nettement plus brillant et c'est là vraiment qu'il sera le plus facile à observer. Concrètement, comment on va pouvoir observer cet objet céleste? Avec de simples petites, j'ai envie de dire des paires de jumelles. Vraiment, si on a l'œil aguerri et qu'on arrive à le trouver, on pourra l'observer aux jumelles, mais ça sera quand même nettement plus simple, nettement plus aisé de le repérer et de l'observer au travers d'un petit télescope amateur, 114 mm, c'est très suffisant, mais voilà, qui peut le plus, peut le moins. Donc, si vous avez un télescope ou un instrument plus gros, ça sera d'autant plus facile. C'est un objet qui va être certes un peu plus lumineux que la normale, mais pour le repérer, je vous invite à utiliser des cartes du ciel ou bien simplement à voir un petit peu les formes des étoiles qu'il y a aux alentours, à savoir que Pallas sera au niveau de la constellation d'Hercule, hein, la célèbre constellation d'Hercule, à l'est. Voilà, vous pourrez la repérer de cette façon. N'hésitez pas à vous prêter au jeu si vous avez un petit télescope ou même de simples paires de jumelles. Eh bien voilà, merci Robin de nous avoir donné quelques détails sur cet astéroïde Pallas que nous pourrons observer ce mois-ci. Maintenant, nous passons à ce dernier événement que nous avons choisi. Il s'agit donc le 31 mai du rapprochement entre la planète Saturne et la Lune. Donc, d'après ce que j'ai pu voir déjà, eh bien, la configuration est plutôt favorable. Est-ce que Mathieu, tu confirmes déjà ça? Ah oui, tout à fait. En fait, le lever des deux astres, hein, va se faire à peu près autour de 3 heures du matin en heure locale, et ce sera à observer en direction de l'horizon est. Alors petit à petit, ce qui va se passer, eh bien, c'est qu'elles vont monter dans le ciel sans jamais vraiment être très hautes, mais l'heure idéale pour l'observation se trouvera être autour 5 heures du matin, hein, où on obtiendra un compromis entre leur hauteur et puis un ciel qui restera encore sombre, puisque plus tard, eh bien, l'aube commence à pointer et le soleil montant, eh bien, le ciel va clairement s'illuminer. Et l'observation de Saturne va s'en retrouver beaucoup plus inconfortable. Alors, Saturne, elle sera alors à gauche, légèrement plus haut que la Lune, quand on regardera dans la direction du sud-est, toutes les deux se trouvant dans la constellation donc, du Verseau. Et donc, eh bien, cet événement marque en quelque sorte le retour de Saturne dans le ciel matinal. Tout à fait, et Saturne est même immanquable à l'œil nu, puisqu'en fait c'est l'astre le plus brillant dans la région immédiate à la Lune. Donc vous pouvez même noter la réapparition de Mars, soit dit en passant, en fin de nuit, avec une brillance qui est à peu près comparable à celle de Saturne, et ce directement cette fois-ci sur l'horizon est. Alors au télescope, il y a un gros changement par rapport aux années passées,
c'est que les anneaux s'amincissent considérablement. Et on le voit nettement, si vous avez eu l'occasion notamment de prendre des images photographiques ou bien des dessins, par rapport à 2023, on les voit très clairement se refermer. Alors, ça a un avantage, ça a un inconvénient, on en reparlera tout de suite. En fait, l'année prochaine, donc en 2025, ces anneaux-là, on va les voir donc par la tranche. Alors, voilà, leur étude va devenir un peu plus compliquée. Les divisions comme celle de Cassini, par exemple, vont être beaucoup plus difficiles à percevoir, mais ce n'est pas grave puisqu'en fait, on pourra toujours se concentrer sur l'étude de l'atmosphère saturnienne, dont l'hémisphère sud nous présente toujours une teinte tirant sur le vert d'eau d'ailleurs, mais aussi sur ses lunes. Et là, période magique, on commence à les voir passer dans un plan qui n'est plus incliné par rapport à Saturne et à nous. Donc ça veut dire que le satellite saturnien ressemble alors, pour la première fois finalement, en 14 ans, au système galiléen de Jupiter. Alors ça signifie quoi? Eh bien que la saison des transits et des occultations est désormais atteinte. Alors il faudra à ce propos surveiller la lune Rhea notamment cette année, puisque en fait avec un gros diamètre, eh bien vous pourrez l'observer transiter devant Saturne à de nombreuses reprises, et ce d'ailleurs dès le mois de juin, d'après ce que j'ai pu voir sur les éphémérides. D'accord. Et avant de terminer, j'aimerais qu'on s'intéresse à la Lune, parce qu'on a des observateurs amoureux de la Lune qui nous écoutent peut-être. Et donc, quel intérêt particulier pourrait-on porter à la Lune à ce moment précis? Alors d'abord, on peut poser la configuration de la Lune. La Lune, au moment de ce rapprochement avec Saturne, sera en dernier quartier. Alors, quelles vont être les grandes formations géologiques que l'on va pouvoir observer sur la Lune très rapidement? Donc, vous avez divers cratères comme Copernic, Platon, Aristarque, Clavius. Vous avez également le mur droit ou encore Gassendi. Et puis, dans les mers, eh bien, vous aurez la mer des pluies, l'océan des tempêtes et la mer des humeurs. Mais vous en avez encore d'autres. J'ai cité vraiment les principales formations, celles qui sont visibles à l'œil nu et avec des petits instruments comme des jumelles ou une petite lunette astronomique, pas plus gros. Je me suis intéressé à deux formations en particulier qui vont être très simples, donc qui sont atteignables par des débutants. La première, c'est Rupes Recta, donc autrement appelé le mur droit, qui est sans doute en fait la faille géologique lunaire la plus célèbre. On la surnomme ainsi, alors on la surnomme pardon, aussi l'épée dans la lune, du fait de sa forme qui est évocatrice de l'épée qu'utilisaient autrefois les gentilshommes, notamment au Moyen Âge. Elle s'apparente, elle s'observe plutôt, pardon, dès les plus petits instruments et s'apprécie différemment en fonction de la lunaison. Alors, par exemple, on va observer un trait noir pendant le premier quartier, tout simplement parce que le Soleil est présent principalement d'un côté de la Lune. Et en fait, de cette faille, pardon, on va voir principalement l'ombre portée de l'espèce de, bon, j'allais dire une falaise, mais en fait, c'est pas vraiment une falaise parce que l'inclinaison de la pente du mur droit n'est que de 7 degrés. Donc, c'est vraiment une pente très douce qui n'est pas très haute non plus. Le dénivelé est autour de 300 mètres d'altitude, donc c'est pas énorme. Mais en fait, cette ombre portée-là, avec le soleil rasant, eh bien, va faire qu'on va la voir aisément. Puis petit à petit, la Lune va devenir pleine. Et là, on va voir un soleil qui va éclairer en pleine face. Donc, depuis le mur droit, eh bien, en fait, on pourrait voir le soleil du zénith, plus d'ombre portée, ce qui veut dire que le relief va être beaucoup plus difficile à percevoir. Et puis petit à petit, on va voir la Lune qui va commencer, on va voir, pardon, le soleil qui va commencer à décliner, cette fois-ci de l'autre côté. Donc là, on parle notamment du dernier quartier. Et là, cette fois-ci, la faille va être observable depuis, eh bien, va éclairer, pardon, directement la faille. Et cette fois, cette faille, eh bien, on va la voir comme un trait lumineux et non plus comme un trait sombre, comme c'était le cas lors du premier quartier. La deuxième formation que j'ai repérée très rapidement, c'est le cratère Gassendi. Alors, c'est un cratère qui est quand même assez impressionnant à observer. Un grand cratère qui en fait délimite le nord de la mer des Humeurs.
Donc, il est vaste de 110 km et il sera facilement repérable dès les plus petites ouvertures. Mais il sera des plus intéressants de le détailler avec des ouvertures un peu plus conséquentes, bien entendu. Alors, les monts qui composent notamment son pic central deviennent accessibles. Les remparts du bord, par endroit, eh bien, vont dépasser qui peuvent dépasser pardon, les 2 km par endroit, eh bien, présents sont un vaste terrain d'exploration. Et puis l'intérieur même est loin d'être aussi plat qu'il n'en a l'air au premier coup d'œil. Il s'y trouve en fait un vaste réseau de rainures, notamment, qui est extrêmement intéressant à explorer. Et puis, eh bien, notez également que ce cratère, Gassendi, qui est en fait une multitude de cratères, puisqu'il y en a plein à l'intérieur également, eh bien, le cratère principal est même surmonté d'un cratère secondaire qu'on appelle Gassendi A, un petit peu à la manière d'une bague qui est sertie d'un bijou. Donc voilà, beaucoup d'exploration à faire. J'ai cité 2 formations, mais il y en a énormément d'autres à voir après selon votre niveau d'expérience. Voilà donc des informations utiles pour les amoureux de la Lune, mais aussi eh bien, pour ceux qui pourraient l'observer par défaut dans le cas où ce jour-là, la météo ne serait pas complètement favorable. Donc, pour terminer, eh bien, Mathieu nous présente donc, cette photo du soleil que nous avons choisie ce mois-ci. Et Mathieu nous présente une forêt de taches, donc prise le 19 avril. Et en fait, c'est un enchevêtrement de plusieurs régions actives totalement indépendantes les unes des autres. L'intérêt se porte ici sur la résolution de l'image, caractérisée par un bon niveau de détail dans les petites cellules de convection de surface, malgré des conditions d'acquisition plutôt turbulentes. Ceci grâce au choix de Mathieu eh bien, d'imager dans la lumière bleue du spectre visible, et plus exactement autour de la raie de l'hydrogène bêta. Merci à tous eh bien, pour la participation à la vie active de la chaîne donc Astronature 49, et merci également eh bien, à ceux qui nous écoutent régulièrement chaque mois et qui sont abonnés à la chaîne. Donc n'hésitez pas à liker et à commenter. Et puis bien sûr, on vous retrouve le mois prochain pour de nouveaux éphémérides. Et en attendant, eh bien, on vous souhaite un bon ciel à tous et à toutes.